Hélène, Oui. je voudrais savoir quelle est la culture. L'importance de la culture? Ouais. Alors, et l'IFAL en soi est né pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, ici. Tout à l'heure, je vais te donner, on a un livre de l'histoire de l'IFAL. C'est une raconte de 85, c'est ça. Tu l'as déjà? Parce que c'est un livre très important qui relate un peu le pourquoi de l'existence de l'IFAL. Pourquoi on a décidé de créer un centre culturel français libre pendant une période très difficile en France puisque c'était l'occupation nazie et que le gouvernement était un gouvernement de collaboration. Et pourquoi il était important pour, en l'occurrence le général de Gaulle, mais pour les Français qui se battaient pour la liberté, d'avoir un centre où les gens pouvaient s'exprimer librement. Ça a été la fondation de l'IFAL. Et qu'aujourd'hui encore, on est très fiers de travailler dans un centre qui s'est créé comme ça. Messieurs, Bonjour. Simplement en allumant donc la nuit, le dessin, je change ces trois cannes qui sont derrière moi. Les trois premiers. Et voilà. Non, mais justement, Ah, d'accord. ça. Vous avez exposé hier? Non. Ah, c'est aujourd'hui? Wow. Bon, Bonjour. ok. Messieurs, dames, quelle ponctualité aujourd'hui? Non, l'expression c'est un tir au flanc. Un paresseux, c'est un tir au flanc. Un tir au flanc. C'est pas ok, c'est d'accord. E, lettre E. Qui propose la lettre E, Jessica? Bizarre et c'est saugrenu. Voilà, une idée saugrenue, en quête. Regardez la question, donc les questions maintenant 9 et 10. La question 9, Arturo Lisela. Oui. Avez-vous déjà travaillé avec les Français? Si oui, ce texte confirme-t-il ce que vous aviez remarqué? Et la question 10, ce qui m'intéresse aussi, Francisco. Auriez-vous d'autres leçons à proposer pour comprendre un salarié français? Voilà, alors donc vous allez en discuter en groupe de deux, nous sommes d'accord. Bon, Jessica ne fonctionne pas, donc Julien et Rabonne, vous deux ensemble. Et Guy est comme ça. Bon, on va discuter tous les trois ensemble, tous les deux et tous les trois. Non? Est-ce que vous auriez d'autres leçons à donner quant au français? Non? Est-ce que ça confirme ce que ça... Donc le but original était de promouvoir la langue ou la culture? Était vraiment de promouvoir non seulement la culture française, encore aujourd'hui, nous, notre mission, on a tous une... Enfin, moi je suis contrat local, mais notre mission c'est de promouvoir la langue et la culture française et francophone, pas seulement française. Mais vraiment à cette époque, l'IFAL, c'était le but de faire en sorte que des intellectuels, des artistes puissent se rencontrer dans un espace où ils étaient libres de s'exprimer. Ça, c'était vraiment le but premier. Donc, il n'y avait pas que du franco-français ici à l'IFAL. Comme tu l'as vu dans le livre, la plupart des grands intellectuels mexicains sont passés ici. Carlos Fuentes a connu sa famille ici. Les plus célèbres. Voilà. De grands intellectuels français aussi, puisque le Clésio a travaillé à la bibliothèque dans les années 70. On a eu aussi Benjamin Perret qui a travaillé à la bibliothèque. Donc il y a eu vraiment de très très grands intellectuels et de très grandes figures, des directeurs aussi qui étaient de grands historiens, de grands ethnologues. Et notamment l'un des fondateurs de l'IFAL qui est Paul Rivet, qui était l'un des fondateurs du Musée de l'Homme à Paris. Donc c'était vraiment des gens humanistes et avec une vision humaniste de la culture. Et c'est ce qu'on espère encore faire aujourd'hui à l'IFAL. Creado en 1944, el Instituto Francés de América Latina, IFAL, siempre representó los valores que nuestros dos países comparten. El respeto de las identidades, así como del diálogo de las civilizaciones y culturas tan necesarios en nuestro tiempo.
Si bien es cierto que sus orígenes, la geología, la antropología, la historia y las ciencias ocuparon un lugar destacado en este recinto, progresivamente, junto con los cursos y las conferencias, las actividades cultural y artística ocuparon rápidamente un lugar destacado. Vamos, ahí va, ahí va. Parle en français, s'il te plaît, mon ami. Qu'est-ce que tu vas proposer comme thème pour l'exposé? Le thème Le thème, c'est quoi? Mon Dieu, vous savez. C'est les annonceurs publicitaires en France. Attends-moi, je vais le chercher dans un petit fil. Ah, très bien. Et est-ce que tu sais quel jour c'est maintenant? Ah oui, jeudi. Mais à la culture préhispanique? Ah oui, tu m'as dit. Oui, mais aujourd'hui c'est un jour différent. Oui, je sais. Le thème de mon exposé, c'est l'évolution de la réglementation sur la publicité extérieure et l'enseignant. Bon, je vais essayer de te Écoutez. écouter avec beaucoup d'attention pour bien comprendre. Ah, c'est bien. Donc, maintenant, je vais sauter dans le temps, non? Ouais. Pour faire très, très bref, pour des raisons de choix de gouvernement, à un moment donné, à la fin des années 80-90, le gouvernement a décidé qu'on allait moins impulser la culture et donc on allait se concentrer beaucoup plus sur l'enseignement de la langue. Donc c'est vrai que depuis à peu près 10-15 ans, l'IFAL était un centre essentiellement de langue et donc la galerie était fermée, il y avait beaucoup moins d'activités culturelles. On a quand même une salle de spectacle qui est très honnête, la salle Molière, mais quasiment rien ne se faisait. On avait de temps en temps et pas une vraie programmation culturelle. Et puis il faut dire aussi que la Casa de Francia a été créée. Donc, la Casa de Francia a été créée comme centre d'information sur la France contemporaine. Donc la Casa de Francia, il faut dire que l'IFAL c'est ça. L'IFAL il est sur plusieurs sites. La partie culturelle de l'IFAL est à la fois ici, Rio Nassas, sur ce qu'on appelle le site historique, et à la Casa de Francia. La Casa de Francia appartient à l'IFAL. La Casa de Francia, la médiathèque, c'est essentiellement France contemporaine. Et avec aussi sa galerie, avec des activités culturelles. Donc le fait d'avoir deux sites, à la fois, ça permet de faire beaucoup plus de choses, mais c'est aussi difficile quand justement on n'a pas beaucoup de moyens humains et pas beaucoup de moyens économiques. El teatro, la música y la literatura, en particular por medio de las revistas que vieron la luz en la institución como Terre Latine, Bateau en papier y Alfil, hicieron de este lugar uno de los más atractivos centros culturales de la ciudad. Las artes plásticas y la imagen no se quedaron atrás. El Centro Experimental del Cine y posteriormente el Cine Club de l'IFAL, muy activo durante los años 70 y 80, generaron un verdadero entusiasmo con un amplio público cinéfilo, haciendo nacer vocaciones en numerosos estudiantes mexicanos que se encuentran hoy a la cabeza de grandes instituciones mexicanas dedicadas a la industria cinématographique et al ciné de arte. La problématique. On a de moins en moins d'argent de la part du gouvernement et on a de moins en moins de personnes qui s'occupent. Vraiment, moins en moins. Ah oui, on a vraiment chaque année 10-15% en moins sur les budgets. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on pense autrement. On est censé être des centres qu'on appelle à autonomie financière. Ça veut dire que normalement on ne devrait rien coûter à l'État. Donc si tu veux, tout l'argent qui est recueilli grâce aux cours de français, il sert non seulement à payer tous les salaires des contrats locaux, c'est-à-dire que moi par exemple mon salaire est payé grâce à vous, étudiants de français, entre autres, et donc on est obligé de chercher de nouvelles solutions. Et c'est vrai que la culture m'a été un peu retombée parce que normalement c'est l'attaché culturel qui doit s'occuper des sites, qui doit s'occuper des sites d'Institut français. Mais le bureau de l'attaché culturel s'occupe de projets parfois de plus grande ampleur à l'extérieur avec des partenaires mexicains, comme par exemple l'Expo Soulage qu'il y a eu au musée de la ville, comme Annette Messager à San Ildefonso. Voilà, des gros projets français à l'intérieur d'institutions mexicaines.
Donc il y a tout juste un an est arrivé un nouveau directeur ici, Patrick Clanet, qui lui vient de l'École nationale de photographie en France, qui vient du ministère de la Culture, il ne vient pas du ministère des Affaires étrangères. Et son rôle ici, c'est être à la fois le directeur des cours, donc il s'occupe, comme les directeurs antérieurs des dernières années, du bon fonctionnement des cours de français et de la traduction, d'APFLE et autres, avec son équipe évidemment, c'est pas lui qui fait tout, au contraire, il a une très bonne équipe qui gère tout et lui... Il travaille à l'ambassade? Non, il est ici. Il est ici. Il a aussi un bureau à l'ambassade et donc lui, il est directeur adjoint de l'IFAL. Le directeur de l'IFAL, c'est le conseiller culturel, qui lui est à l'ambassade et donc qui est notre chef à tous, parce que c'est le chef de l'attaché audiovisuel, de l'attaché culturel, de l'attaché technique, de l'attaché scientifique, de l'attaché linguistique. Donc, et Patrick Clanet est son bras droit et le directeur adjoint, donc c'est lui le directeur ici de l'IFAL et de la Casa de Francia. Et lui, Patrick Clanet, est venu avec une double mission, non seulement la partie pédagogique, les cours, mais aussi la partie culturelle. Et il a dit, moi j'ai accepté le poste parce qu'il y avait cette partie culturelle. Et lui, il est profondément persuadé, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui, que pour attirer de plus en plus de personnes pour prendre des cours, on a besoin de proposer autre chose que les cours, pas seulement les cours. Et que c'est ce qui a toujours fait la spécificité de l'IFAL, d'avoir non seulement une très grande qualité dans ses cours de français, avec des professeurs qui ont des diplômes qui sont de très grande qualité, mais aussi proposer culturellement des événements et une bibliothèque, par exemple, de grande qualité aussi. Donc, moi, jusqu'à présent, je travaillais à la Casa de Francia, à la médiathèque et aussi un peu à la programmation culturelle, mais on n'avait aucun moyen, on avait 0 pesos. Donc tout ce qu'on a pu faire les 6 dernières années à la Casa de Francia et l'IFAL, c'était du miracle parce qu'on n'avait absolument rien. Et on a quand même réussi, par exemple en 2011, à faire 13 expositions, à faire des présentations de livres, à faire des lectures bilingues, des lectures pour les enfants. On arrivait, mais c'était vraiment du travail bénévole de notre part. On venait le week-end pour faire des activités avec les enfants. Depuis que Patrick est arrivé, il m'a demandé de travailler avec lui, donc moi j'ai accepté parce que c'est ma formation. Moi je suis médiatrice et productrice culturelle, donc moi ça m'enchantait de pouvoir redévelopper une vraie politique culturelle sur les 2 sites, à l'IFAL et à la Casa. Donc c'est ce qu'on a fait ensemble. Lui il est arrivé avec de très très bonnes idées et donc on n'est que tous les deux, encore une fois, manque de personnel, on le fait tous les deux, avec évidemment le soutien ici du personnel de l'IFAL, avec le soutien du personnel de la Casa de Francia. Mais on a réussi à gérer pas mal de projets en fait assez sérieux depuis là, janvier 2012. Parmi ces projets, ici à l'IFAL, il y a eu donc un accord avec la Cinéteca nationale, donc l'IFAL est devenu site alternatif de la Cinéteca. Ça va finir. Et là c'est terminé, parce que là on n'a plus de films parce que la Cinéteca va rouvrir, mais il y a normalement un accord qui devrait être fait avec le service audiovisuel. Donc là c'est à la fois le directeur de l'IFAL, le service audiovisuel et la Cinéteca, pour que la salle de l'IFAL continue à être une salle d'art et d'essai et créer un réseau de cinéma d'art et d'essai, donc ciné d'auteur, au sein de la ville de Mexico avec d'autres salles. Oui, non mais ça va pas être, si tu veux, ça peut être une salle où on va faire payer les gens, mais ça va être uniquement des films d'auteur. Donc ça va être des films qui souvent ont du mal à être diffusés parce qu'il reste une semaine en cartelera, il reste une semaine. Donc nous on va proposer en fait d'être une salle où ils vont pouvoir être montrés plus de temps. Et puis on va continuer puisqu'on fait quand même assez souvent. Par exemple hier il y a eu une présentation du film de Reigadas, du dernier film de Reigadas. On va continuer à être aussi une salle pour faire des avant-premières, des conférences de presse, etc. Donc pas nécessairement française, non? Non. C'est seulement artistique. Voilà. Si bien la carrera de l'IFAL fue simple y modesta por su tamaño, algunas de las exposiciones que presentaba marcaron a su manera la historia contemporánea de las artes plásticas en México. La exposición Antifotografía, por ejemplo, presentada en 1973 y que reúne obras del artista y crítico de arte Carlos Borado, realizadas a partir de tomas escenotópicas, revolucionó el enfoque estético de la fotografía en México. Esta exposición contribuyó a ampliar los horizontes de la creación fotográfica en México.
Al restablecer este pasado prestigioso, la reapertura de la galería del IFAL se inscribe en esta continuidad. La reinscripción desde principios del 2012 de la Sala Molière en el circuito de cine de autor de la Cineteca Nacional fue la primera señal de nuestra voluntad de ampliar las actividades culturales y artísticas a partir de nuestros dos sedes, la Galerie de Massas aquí y la Casa de Francia en la Galerie. Par semaine et une semaine de travail ne peut dépasser de 6 jours. Et normalement, le 7e jour, c'est le dimanche pour la congé, mais il faut varier sur une négociation avec les patrons. Et à partir de ça, est-ce que la discussion des Français, c'est si seulement une question d'heures ou c'est une question d'avoir la possibilité de choisir l'organisation de temps. Pour les Français, c'est le plus important avoir la possibilité de choisir le temps, d'organiser ce temps pour entre la famille, les amis, la vie sociale et le travail. Alors, j'ai cherché quelques pages sur Internet sur ce débat. Voilà. Donc ça aussi c'est très important, c'est-à-dire que depuis quelques années, on a aussi décidé, je dis on, mais enfin, c'est le conseiller culturel, c'est nous tous. Nous, en tant que contrats locaux, on le disait depuis longtemps, c'est-à-dire... Qu'est-ce que ça veut dire contrat local? Contrat local, ça veut dire que je ne suis pas missionnée par la France, que j'ai un contrat qui est sous le droit local mexicain. Donc si tu veux, j'ai le Seguro Social mexicain, j'ai un contrat comme selon la loi du travail mexicaine. Et on est 140 à peu près à l'ambassade à être comme ça. C'est la grande partie, la grande majorité. Ça fait l'objet de notre exposé. Et si tu veux, par exemple, Patrick Lanet ou l'attaché audiovisuel au Conseil culturel, eux sont des attachés, donc ça veut dire qu'ils viennent de France, ils étaient sur d'autres postes à l'étranger avant, et ils viennent avec un contrat français, et ils ont la sécurité sociale française, payés en euros, etc. Voilà, c'est autre chose. Et il ne reste que 3 ou 4 ans, alors que nous, on a un contrat à durée indéterminée, on reste... indéterminé. Voilà, c'est indéterminé. À moins qu'on élimine les postes, ça aussi c'est une autre histoire. La fotografía es una primera etapa y la imagen animada posteriormente vinieron a cambiar completamente el arte contemporáneo. La fotografía digital engendró una nueva relación entre el artista y el acto de fotografía. Por otra parte, fuimos testigos de cómo se superó la separación histórica entre la imagen fija y la imagen en movimiento con la aparición en galerías y centros de arte, de pantallas, así como de proyecciones multimedia que nos proponen una nueva lectura estética, poética y política del mundo actual. En este nuevo contexto artístico, cultural y de civilización, la Galería del IFAL desea proporcionarse y ocupar de nuevo un lugar destacado como en la enriquecedora y densa oferta artística que existe hoy en día en la gran metrópolis que es México. En este sentido, el proyecto La Fábrica de Imágenes, en el cual se inscribe la apertura de esta galería, constituye un eje fuerte del proyecto de reactivación cultural y artística de la institución en un periodo de transición que anticipa y prepara la próxima implantación del IFAL en un solo y mismo lugar. Donc retournons à la culture. Donc le cinéma c'est très important, on veut vraiment, il y a des efforts qui ont été faits dans la salle, il y a des efforts qui vont être faits pour changer aussi tout l'audio de la salle et avoir un projecteur digital actuel. Mais pourquoi pas apporter aussi des films quotidiens français? Oui, alors tu veux dire par exemple faire la présentation ici de films qui viennent de sortir en France. Donc ça aussi, ça se fait. Par exemple, on a eu donc, du film Le Havre de Kaurismäki qui n'est pas français, mais le film était fait
fait en France. Avec Pourquoi beaucoup de pas Français. apporter des DVD, non? Alors ça, c'est ce qu'on fait à la Casa de Francia, à la Mais ce sont des médiathèque. films très vieux. Alors, là, je vais t'expliquer le problème. Ah bon? À la Casa de Francia, en fait, nous, comme justement, la différence, par exemple, entre l'ambassade et les alliances françaises, c'est que les alliances françaises sont de droit local. C'est-à-dire que s'ils veulent faire des copies pirates, ils doivent rendre compte à l'État mexicain. Et comme la loi mexicaine est de moins en moins, mais quand même très lâche par rapport à la diffusion, aux droits d'auteur, aux droits de diffusion, aux droits de prêt et au piratage, eux, ils font un peu ce qu'ils veulent dans les alliances. Nous, on ne peut absolument pas faire ça parce qu'à la médiathèque, si tu veux, on doit rendre des comptes à l'attaché audiovisuel et à l'État français. Donc, si l'État français se rend compte qu'on achète des films pirates ou qu'on achète des films sans droit de diffusion, on peut fermer la médiathèque. Donc nous, on est obligé d'acheter des films qui ont un droit de diffusion, que l'on achète à des fournisseurs spécialisés, et ça veut dire que chaque DVD coûte entre 80 et 200 euros, ce qui est très cher. Et la durée de vie de DVD n'est pas très longue parce qu'ils sortent beaucoup, ils sont très très utilisés. Et à la médiathèque, on a un tout petit budget qui ne sert quasi essentiellement qu'à l'achat des journaux, des périodiques en ligne, et des autres documents, c'est-à-dire des livres et toutes les nouveautés que tu peux trouver à la Casa de Francia. Avec le budget qu'on a, on arrive à acheter à peu près 200-250 livres par an. Et les films, jusqu'à présent, on ne pouvait pas en acheter parce qu'on n'avait vraiment pas assez d'argent. Donc on n'avait que les films que nous donnait le service audiovisuel, qui sont les films du Tour de Ciné Française, que tout le monde a déjà vu, qui sont les films qui sont diffusés sur Canal 22, que tout le monde a déjà vu. Et on n'avait absolument pas la possibilité de renouveler nos fonds de DVD. La fábrica de imágenes se proyecta con determinación en una problemática contemporánea que atraviesa hoy los procedimientos del arte contemporáneo, la educación y de forma más amplia el desarrollo cultural, articulándose en torno a los 4 grandes ejes siguientes. Primero, el Café de las Imágenes, que en el marco de una cita mensual en la Casa de Francia abre el debate sobre las mutaciones que genera hoy la omnipresencia de las imágenes en nuestro medio ambiente cotidiano. El primer Café de las Imágenes se llevó a cabo el pasado miércoles 6 de julio y el próximo será el 15 de junio, en presencia del especialista francés de la imagen Philippe Hulot. Eventos anuales como la Noche de las Luciérnagas, que a su manera permiten ver en un momento dado dentro del mismo IFAL y de la Casa de Francia un panorama de la creación visual mexicana. La primera noche de las Luciérnagas se efectuó con gran éxito el pasado viernes 8 de julio. La Casa de Leyes, programa de educación artística y aprendizaje de la lectura de la imagen, que se desarrollará en las 2 sedes destinado al público joven y cuya ambición, a partir de talleres de creación articulados en torno a técnicas clásicas contemporáneas de creación de imágenes, consiste en permitir a cada uno de los participantes, desde muy jóvenes, descubrir por sí mismos sus capacidades creativas y afinar su manera crítica. Penchant, transport, naturel. C'est en hiver que j'ai découvert cet amour. Il est apparu naturel, si naturel comme la nuit tous les jours. Ce n'est pas pour moi une belle histoire, il est très précieux, si précieux que je voudrais les garder comme un trésor. Il me faut suivre un chemin extraordinaire, ou un autre peut-être
qui mène à la nostalgie. Pardon ma passion, je vais conquérir le château de ton être. Je sais que je suis têtu. Mais voilà, je veux t'aimer avant de devenir un ancien, comme les immeubles de ma rue. C'est une promesse qui vaut plus que de l'argent. Je cherche un meilleur avenir. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo, no es solamente tiempo, es como que es la transición entre estos dos pensamientos, la promesa y qu'est-ce que c'est ton désir ultime. Je cherche un avenir meilleur que le présent noir où je vis sans ta présence. Par exemple, il y a ici à l'EIFAL historique deux salles de peut-être théâtre, de conférences. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus d'activités? Alors bon, là par exemple, justement, nous on veut reprendre les activités. Donc avec la Cinéthéca, on avait trois projections par jour. Là maintenant, ce qu'on veut continuer, c'est continuer à faire des projections, peut-être pas tous les jours et peut-être pas 3 fois par jour, mais on va à partir de l'année prochaine faire une programmation régulière. Ce qu'on veut aussi, c'est prêter de plus en plus la salle, parce que nous-mêmes, on ne peut pas produire énormément de choses. Dans l'auditorium, le problème, c'est que la salle est de très mauvaise qualité, c'est-à-dire que la scène est toute petite. Donc on peut faire par exemple, là on peut faire des conférences, on peut faire des forums, on peut faire ce qu'on a fait d'ailleurs, parce qu'avec les traducteurs on a fait des choses, on a fait quand même pas mal on a fait quelque chose avec les éditeurs indépendants cette année. On prête l'espace beaucoup à Instituto 17, Studios Críticos. Donc par exemple en janvier on va leur prêter pour leur convention annuelle. Donc on essaye quand même un maximum de prêter cette salle. On a eu aussi cette année Oscar Brenifier qui est venu, donc philosophe pour les enfants, et qui a fait un atelier de 3 jours pour les gens de Conaculta. Après l'arrivée de la Première Guerre mondiale, la publicité à Paris a évolué beaucoup. Ça a permis que l'industrie de la publicité a obtenu un rôle très important pour les entreprises parce qu'elles ont mélangé Finalmente, el programa de residencias cruzadas de artistas que ofrece a jóvenes talentos un espacio de intercambio, creación y experimentación estética. La Galería del IFAL será una de sus principales cajas de resonancia. La primera residencia de artistas comenzará el próximo 15 de julio. Se reciba a un joven artista de la Escuela Nacional Superior de Fotografía de Havre. Estas estancias se sucederán posteriormente a un ritmo de 3 meses con la participación de jóvenes artistas plásticos egresados de la Escuela Superior de Arte de Aix-en-Provence, de la Escuela Europea de la Imagen de Angoulême y del Estudio Lefebvre. Pero si nos encontramos reunidos esta noche, ante todo, para honrar la presencia y la obra de una joven y talentosa artista fotógrafa mexicana, Anika Echeverría. Se trata, en cierta forma, con la inauguración esta noche de su exposición sobre los caminos de Tepeyac, que obtuvo en 2011 el prestigioso premio HSBC para la fotografía, de un retorno artístico a su tierra natal, luego de varios años en el extranjero, que le permitieron afilar su mirada y formarse en las más grandes escuelas como el International Center of Photography, ICP de Nueva York,
o en Escuela Nacional Superior de Fotografía de Ávila. En este sentido, deseamos agradecerle el haber aceptado nuestra invitación y por haber sido así la primera en presentar su obra en nuestra galería. Obra que comienza, por cierto, a tener un reconocimiento internacional. Una prueba de ello son las dos exposiciones individuales a principios de año, una en Moscú y la otra en Londres, en lugares prestigiosos de la arte contemporánea. Su trabajo, que van a descubrir en unos instantes, aporta una mirada singular sobre estos peregrinos provenientes de todo el país de México, que llegan al santuario de la Virgen de Guadalupe en la cumbre de la colina de Tepeyac para venir a rendirle homenaje. No voy a revelar más, pero prefiero dejarlos que aprecien ustedes mismos su trabajo, que vamos a descubrir juntos en algunos minutos, después del tradicional corte del lista. Precisamente para ello y llevar a cabo este ritual, invito a pasar al frente a las personalidades y representantes de las instituciones que nos ayudaron para esta exposición. Voy a ver la luz en el programa de residencia cruzada de artistas que les sucederá para convertirse en una realidad. Gracias entonces a, por favor, la empresa Eurocopter México, en la persona de su presidente y director general Serge Durand. Et par exemple là pareil j'ai une proposition scénique pour la salle Molière pour janvier, mais je leur ai dit venez voir la salle pour voir si techniquement elle vous convient, parce que ce ne sont pas des salles professionnelles. Donc parfois oui ça convient et parfois non. Et l'autre auditorium? L'auditorium. En face de la salle Molière? Alors c'est celui-là, l'auditorium, en fait la scène est toute petite, c'est difficile. Mais c'est pas le même que d'autres là, non? Non, on n'en a que deux. On a que l'auditorium et la salle Molière. On monte l'escalier et il y a un auditorium de... C'est le même en fait, il y a deux portes. C'est celui qui est là en fait. L'autre c'est là, non? Non, il est là en fait. Il est juste là. Donc tu as une porte qui est là et une autre qui est là. Ah, c'est le même, la salle Molière. Non, ça c'est l'auditorium et la salle Molière est de l'autre côté. Donc effectivement, nous on veut vraiment promouvoir ces salles et pouvoir... Maintenant, il faut savoir aussi qu'avec Patrick Lanet, on s'est dit justement, on n'est que deux. Il faut qu'on se concentre sur quelque chose. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc on a dit, il faut qu'on crée une vraie politique culturelle. Donc on a décidé de créer la politique culturelle principalement cette année autour de l'image. L'image dans tous les sens du terme. Donc il y a, des cafés. Voilà. Il y a la Fabrique des images, ça c'est le gros projet qu'on a lancé cette année, la Fabrique des images qui a 4 axes. Sur les 4 axes, le premier c'est les résidences d'artistes. Pour nous c'était très important de faire revivre les deux sites. Parce que un peu les conseillers culturels antérieurs faisaient soit tout à l'IFAL, soit tout à la Casa. Et on a dit, on a 2 sites, profitons-en avec des espaces différents. La Casa, il n'y a pas d'auditorium, il n'y a pas de salle Molière. Ici, il n'y a pas de jardin comme à la Casa de Francia. Donc, il n'y a pas le restaurant, il y a 2 restaurants différents avec un style différent. Donc, profitons justement de ces 2 espaces. Donc, c'est pour ça que, par exemple, les résidences croisées, on a dit, donc ça, c'est un gros projet qu'on a monté vraiment... avec quasiment pas de sous, enfin de notre part quasiment rien, mais on a réussi à trouver des sponsors, Eurocopter, Nifax, donc on est obligé d'aller chercher des entreprises privées pour pouvoir mettre ça en place, et surtout aussi la Secretaría de Relaciones Exteriores, qui nous permet de payer 4 bourses à 4 artistes français, et nous, l'ambassade, on paye 4 bourses à 4 artistes mexicains. Donc si tu veux... Actuellement, par exemple, il y a une fille, Anaïs, française, qui va exposer en janvier. L'exposition qu'il y a eu, c'était la première artiste, Julie, qui vient de partir là, qui venait de l'École nationale de photographie. Anaïs vient de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Et pour l'année prochaine, on va avoir 4 Français qui vont venir dans l'année, qui restent 3 mois, et 4 Mexicains qui vont partir. Et là, actuellement, on a 2 Mexicaines, qui sont une à Arles, à l'École nationale de photographie, et l'autre qui est au Fresnoy, dans le nord du pays, à Tourcoing, près de... Non, c'est pas Tourcoing, c'est Roubaix, près de Lille, qui, elle, est du Centro Multimédia, ici, et qui est en train de monter un projet là-bas.
Donc ça pour nous c'est très très important parce que c'est aider les très jeunes artistes. Julie avait 23 ans, Anaïs a 25 ans, les deux Mexicaines sont parties en 25 ans. Juste quand ils terminent l'école, à avoir une résidence avec une bourse de production, la possibilité de faire une expo personnelle, la possibilité de rencontrer des professionnels. Ici, par exemple, Julie, on lui a fait rencontrer des galeries professionnelles. On lui a fait rencontrer Patricia Conde, qui est la seule galerie dédiée à la photo ici à Mexico, et qui lui a proposé d'exposer une de ses photos, une de ses œuvres dans sa propre galerie. Julie, grâce à la résidence qu'on a faite, a réussi à avoir une deuxième résidence pendant 15 jours ici. Donc, ça lui a permis professionnellement de faire des rencontres. Ça a été sa première conférence de presse, sa première radio. Voilà quoi. C'est quand même, je pense, un moment important pour des jeunes artistes et une façon de se professionnaliser et puis de découvrir un pays magique et merveilleux qui est le Mexique. Et pareil pour les Mexicains. Donc ça, c'est un projet qui est assez lourd, qui coûte assez cher, mais on a réussi à trouver beaucoup de soutien tant du gouvernement mexicain, du gouvernement français et d'entreprises françaises privées. Âme, regarde, je me souviens, c'était chez mon grand-père. Je me souviens d'une Noël très spéciale pour moi. J'avais voyagé avec ma famille jusqu'à la maison de mes grands-parents. Il faisait si froid que même avec du pluie et un manteau, je me sentais glacé. Mais il était tellement clair que je pouvais regarder les étoiles. Nous sommes arrivés presque au dernier. Je me souviens que j'étais le premier à entrer dans la maison. Mon grand-père était assis sur son fauteuil préféré. Je le suis. Il a tourné son visage net. Il a tourné son visage vers moi et il m'a dit: pourquoi portes-tu un bonnet rouge sur la tête? Je lui ai répondu, très étonné: qu'est-ce que tu m'as dit? Pourquoi portes-tu un bonnet sur la tête? Il est très joli. J'ai pensé: comment peut-il savoir que j'ai un bonnet? Il ne peut pas me voir. Ah, c'est parce que c'est Noël. C'est peut-être. Je me souviens que c'était le meilleur cadeau qu'il y ait reçu dans ma vie. La dernière fois qu'il m'avait regardé, j'avais 5 ans. Ensuite, on a le Café des Images que tu connais, donc qui est normalement tous les mois, parfois un peu plus. En juin, on en a fait 2, de temps en temps, on en fait plus ou moins. Là, c'est un autre public, c'est ce qu'on appelle en français de la vulgarisation, donc la divulgation, c'est-à-dire toucher un large public, pas seulement adultes, ça peut être adolescents aussi, parfois on a des adolescents, autour de l'image, une réflexion autour de l'image. On invite 2 personnes, 2 experts. Ça peut être des photographes, ça peut être des sémiologues, ça peut être des géographes qui travaillent autour de l'image. Par exemple, là, jeudi, on a un photographe français, Sash Koczynski, qui expose actuellement sur Reforma, qui lui travaille autour de la mort en Inde. Et il va dialoguer avec une peintre mexicaine qui elle aussi travaille autour de la mort. Et donc l'idée c'est que chacun présente une image, ça c'est un rituel qu'on a instauré à chaque Café des Images. Soit ils choisissent une image en commun, soit chacun amène une image du même thème. Ils parlent de cette image, ils l'analysent pendant 20 minutes et ensuite c'est un dialogue avec le public. Et ça fonctionne très très bien. C'est gratuit. Ça c'est la Maison Blanche. Ça c'est à Casa de Francia et on le fait avec le Cordon Bleu qui nous prête la terrasse.
et qui offre un kir, qui offre un apéritif à tous les gens qui viennent. Donc c'est très sympa parce qu'en fait c'est très relax, c'est très intéressant parce qu'à chaque café on a un public différent, on a des échanges différents et ça fonctionne, on a toujours entre 50 et 60 personnes, donc ce qui est très très bien pour un café. Les femmes en France ont un niveau scolaire un peu plus élevé que les hommes. Et donc, ça nous conduit au deuxième point, qui est l'égalité au travail. Je vous avais dit que les deux ont presque le même niveau scolaire. Donc, les opportunités au niveau du travail devraient être les mêmes. Encore une fois, qu'est-ce que vous en pensez? Les opportunités sont les mêmes par les hommes et par les femmes au niveau du travail. Agradecemos profundamente su ayuda para la renovación de la galería. La empresa farmacéutica Lifax y su director Michel Richaud, por favor, Michel. Sin el apoyo de Michel, probablemente el programa de residencia cruzada no habría podido ver la luz. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en la persona del Consejo José Manuel Cuevas, por favor. El Instituto Nacional de Bellas Artes, en la persona de la licenciada Mónica López Hernández Estrada, no sé si se encuentra aquí. El Centro de la Imagen y Escena, en la persona de Alejandro Castellano, su director. Gracias, por cierto, también a su equipo por el apoyo que nos brindaron para la colocación de las obras. El grupo HSBC México, su director Enrique Octavio de Madrid, no sé si es un representante, pero me hice un aplauso. Finalmente, la señora Cristina Raúl, delegada general del premio HSBC para la fotografía establecida en París, y sin la cual esta inclusión no habría podido llevarse a cabo. Y, honor a quien honor merece, por favor, un fuerte aplauso a la artista Alinka Echeverría. Ahora vamos a proceder a la corte de listón. Gracias a todos. C'est un peu copié sur le café littéraire. Donc on a aussi les cafés littéraires, ça j'en parlerai après. On a le café des sciences aussi, ça j'en parlerai après. Donc le troisième axe, donc là on avait, avec les résidences, on touche les artistes et les institutions et le public professionnel de l'art contemporain. Avec le café des images, on touche le public en général, plutôt adulte, mais très vaste, des gens qui n'ont pas forcément étudié l'histoire de l'art, mais qui sont intéressés. Avec la Casa de Méliès, c'est un projet que l'on va lancer en fin janvier, le 22 janvier. Ça va toucher les enfants. C'est des ateliers d'éducation artistique pour les enfants autour de l'image. Donc on va proposer une vingtaine d'ateliers. Ça va être payant parce qu'en fait c'est un peu comme les ateliers qu'on propose ici pour les adultes en français. Là-bas ça va être soit en français soit en espagnol, la majeure partie en espagnol pour les enfants, pour aider les enfants à ne pas être que des consommateurs d'images, mais être des créateurs. Donc ça s'appelle la Casa de Méliès à cause de Georges Méliès évidemment, pour essayer de faire passer le message qu'il ne faut jamais perdre cette capacité à l'émerveillement qu'avait Méliès, et que même adulte, et que ça se cultive depuis tout petit. Et que donc un enfant peut tout à fait avoir un appareil photo, avoir une caméra, et ne pas seulement prendre des photos comme ça au hasard. C'est bon? Ne pas seulement prendre des photos ou utiliser un téléphone, par exemple un adolescent avec son téléphone, juste être consommateur, il peut être créateur. Donc on va avoir des cours d'initiation au cinéma avec justement, on va leur montrer tous les trucages de Méliès. Les enfants vont apprendre à faire les trucages de Méliès. On va avoir des cours d'initiation à la photo pour les enfants à partir de 8 ans. On va avoir, c'est pas des cours, c'est des ateliers. On va avoir des ateliers de création avec un téléphone, avec un smartphone.
Ça, c'est plus pour les adolescents. On va avoir aussi des ateliers plus classiques de gravure, par exemple, parce que moi, je pense que c'était de gravure pour les enfants. Mais c'est sur une unicelle, c'est sur du... Voilà, pour les petits à partir de 6 ans. De dessin aussi, parce que ce qui est important, c'est qu'on ne devient pas cinéaste comme ça. On devient pas... Oui, il faut une sensibilité, oui, on n'apprend pas tout à l'école, mais il faut avoir une certaine notion de l'espace, il faut avoir une notion de, je pense, du dessin, de certaines choses. Donc on va proposer différents types d'ateliers. On va avoir des ateliers de graffiti. Graffiti à la Casa de Francia. Oh, quelle ambitieuse. Et ces ateliers vont être à la fois ici à l'IFAL et à la Casa de Francia. Donc à Casa de Francia le samedi, parce qu'ici c'est plein le samedi, et en semaine. Ici, on va avoir aussi des ateliers avec des enfants de 6 à 17 ans. On va avoir des ateliers de pochoir, de stencil, etc. De stencil, tu sais, c'est... Un stencil ici, c'est l'original pour faire... Voilà. Une chose éditoriale. En fait, c'est ça. En fait, c'est par exemple, tu fais un dessin et tu le découpes au cutter, et que si tu peins dessus, voilà, si tu peins dessus, tu as le dessin qui apparaît en dessous. En français, on appelle ça un pochoir. Un pochoir. Donc, on va faire des activités comme ça avec les enfants et les adolescents. Et vraiment, là, l'idée, c'est de faire en sorte que les enfants prennent conscience de leur propre créativité, et aussi ce que disait Patrick Clanet, il y a beaucoup d'enfants en fait qui ont parfois du mal à s'exprimer oralement ou à l'écrit, mais qui ont d'autres facultés. Et que l'école ne les aide pas forcément là-dessus. Et donc l'idée aussi, c'est de permettre peut-être à certains enfants de se révéler très rapidement. Alors, bon, des ateliers, il y en a partout en ville. Il y en a beaucoup qui sont proposés, mais là, on essaye vraiment de proposer encore une fois quelque chose de très grande qualité, avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont l'habitude de travailler avec des enfants. Et puis, encore une fois, vraiment avec l'idée humaniste aussi, de réflexion derrière, et de dire on veut que les gens soient conscients de ce qu'ils font et de ce qu'ils consomment. Et qui fonce, projetant à droite et à gauche tout ce qui se trouve sur sa trajectoire, ça s'y galope derrière. Tonton, qu'elle crie, on prend le métro? Non. Comment ça non? Elle s'arrête. Gabriel stoppe également, se retourne, pose la balouche et se met à expliquer. Ben oui, non, aujourd'hui pas majeur. Il y a grève. Il y a grève? Ben oui, il y a grève. Le métro, c'est mon genre. Le transport est éminemment parisien. C'est endormi sur terre. Les employés pensent, performantes, ont cessé tout le travail. Oh les salauds! S'écrie celle-ci. Ah les vaches! Mais faire ça, moi! Il n'y a pas que toi qui font ça, dit Gabriel, complètement objectif. Je m'en fous. N'empêche que c'est à moi que ça arrive. Moi qui étais si heureuse, si contente, et tout de m'aller voiture dans un métro. Sacré Dieu! Merde alors! On relève un peu, puis Gabriel montre le paysage dans ce geste magnifique. Un Paris qui préfère d'un ton encourageant quelle belle ville. Regarde-moi, ça c'est si beau. Je m'en fous, il s'assit. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est aller dans le métro. Le métro, le peuple Gabriel, le métro, mais le voilà. Et tu dois, il dessine quelque chose en l'air. Ça s'y fronce le sourcil et se méfier. Le métro, je répète, le métro, ajoute-t-elle avec mépris, le métro, c'est sur terre. Le métro, non mais, celui-là, Gabriel, c'est l'arrière. Alors, c'est pas le métro. Je vais t'expliquer, dit Gabriel. Quelquefois, il sort de terre et ensuite, il rencontre des histoires. Ceci déclare Gabriel en prenant un air majestueux, ouvre sans peine son répertoire. Et ça te plaît de voir vraiment les invalides et les tombeaux, véritables tout près Napoléon, et je t'en conduirai. Napoléon, mon cul, remplit s'assit.
l'intéresse pas du tout. On s'est enflé avec son chapeau à la con. Qu'est-ce qui t'intéresse alors? Vas-y, réponds pas. Oui, dit Charles avec une gentillesse inentendue. Qu'est-ce qui t'intéresse? Le métro. Ça, c'est la partie pour les enfants. Et la dernière, je me dépêche, la Noche de las Luciérnagas, donc la nuit des Lucioles. On a fait un premier rendez-vous en juin de cette année. Tu vois qu'on a fait quand même beaucoup de choses. En juin, je crois que c'était le 9 juin, on a fait la nuit des étoiles dans le cadre du Festival Distrital. Donc on est partenaire du Festival Distrital depuis 3 ans maintenant, depuis le début. Tant à la Casa Francia comme ici. Donc ici on était encore une fois site de projection du festival. Et pour cette nuit-là, pour la nuit des étoiles, on a proposé une nuit d'art lié à la technologie. Donc ça pouvait être sur le parking par exemple, je ne sais pas si tu es venu ou pas, il y a eu sur le parking des projections d'art vidéo, il y a eu des projections de films, il y a eu une projection du Voyage dans la Lune de Méliès recolorisée dans la salle Molière. Et ça a tellement bien fonctionné parce qu'on a eu presque 1000 personnes en une nuit, alors qu'on l'a préparé en 3 semaines. Donc on a décidé que pour l'année prochaine, on allait en faire un rendez-vous annuel. Et ça s'appelle La Nuit des Lucioles. Pourquoi les Lucioles? Parce que ça vient d'un texte de Georges Didier Huberman, qui est un grand penseur français actuel, dont on a des livres à la Casa Francia. Et dans un de ses livres qui s'appelle La survivance des Lucioles, il parle de Dante et de beaucoup d'autres choses, mais il parle aussi du fait que les Lucioles sont des petites lumières intermittentes dans la nuit qui représentent une forme de résistance contre les grosses lumières imposées de Hollywood et les gros projecteurs aveuglants qu'on nous impose. Alors que les lucioles sont déjà une espèce menacée, sont des animaux qui ne survivent que quand l'environnement est bon et sont comme des petites lumières qui éclairent la nuit de façon intermittente et qui sont donc une forme de résistance. Donc c'est un peu l'idée, c'est-à-dire offrir un espace avec un appel à candidature ouvert à tous les cinéastes, vidéastes, plasticiens, tous les artistes qui font du web art, qui utilisent la technologie, c'est-à-dire beaucoup, pour pouvoir exposer cette nuit-là. Pendant toute une nuit, c'est un peu calqué sur les nuits blanches parisiennes. Tu sais, en fait, à Paris, une fois par an, il y a des événements dans toute la ville qui durent toute la nuit. Donc tu peux aller voir des expositions, tu peux aller au Panthéon, tu peux aller dans des piscines, etc. pendant toute la nuit. Donc nous, on veut faire ça. Et comme ça a bien fonctionné, maintenant, on va le faire avec le CENART, avec le Goethe Institut, avec l'ECO, la délégation, la Estela de Luz. On va faire en fait une nuit sur tout le quartier. Donc ici à l'IFAL, Casa Francia, sur le chemin, à l'Eco, etc. Avec des concerts, ça c'est un gros projet qui serait normalement pour mai 2013. Et qu'on ferait tout mai 2013. Et qu'on prépare dès maintenant parce qu'on n'a pas d'argent et qu'il faut qu'on trouve... voilà, toujours le même problème. On parlerait de l'terrorisme. Mais avant, je voudrais remarquer notre schème. Ça sera au début. La thèse sera adressée par Arturo. Il va parler du terrorisme généralement. Puis, je veux faire une controverse, ce sera l'antithèse. Et finalement, pour justifier la situation, notre ami César va parler de la guerre psychologique. Donc, on commence. Premièrement, nous allons regarder une définition. Il y a beaucoup de définitions pour le terrorisme, car il fait beaucoup d'études de terrorisme et notre définition c'est la suivante. Le terrorisme Donc voilà, ça c'est pour la fabrique des images. Je voudrais savoir aussi si ton responsabilité compris aussi les ateliers pour les adultes.
les adultes? Alors non, les ateliers pour les adultes, c'est vraiment géré par l'équipe pédagogique ici de l'IFAL. C'est-à-dire, bon, les ateliers, il n'y a pas seulement des professeurs de l'IFAL, moi j'en propose un, mais personne ne s'inscrit. Ça c'est la problématique que je veux souligner. Il y a une offre ambitieuse ici, beaucoup d'ateliers, mais personne ne s'inscrit. Alors là, je pense qu'on soulève un problème qui est lié à la communication. Non seulement la communication externe, mais la communication interne. Et je pense aussi qu'il est lié aussi à une situation économique traversée par le pays et par le monde en général qui fait que les gens hésitent avant de s'inscrire à un atelier et ils ont plutôt tendance à s'inscrire, je sais pas, je dis ça, moi je ne m'occupe pas des ateliers pédagogiques, mais je pense qu'ils vont plutôt s'inscrire à quelque chose qui va leur servir parce qu'ils doivent payer cher pour le faire, plutôt qu'un atelier qui va leur procurer, oui, qui va leur servir, qui va leur permettre par exemple de progresser dans leur apprentissage du français. De l'établissement. Et l'établissement, qu'est-ce que c'est ces choses mystérieuses? L'établissement sont un groupe de personnes puissantes qui ne sont pas dans un seul pays, mais qui ont trouvé une façon d'avoir un empire global. Comment